Le succès mondial et inattendu de la communauté de l'anneau Il est gravé dans la culture populaire. a persuadé les fans et les critiques qu'il était finalement possible de transposer la trilogie tentaculaire de Tolkien sur grand écran. Tout le monde disait, c'est exactement ce que je voulais voir. Mais le studio ne s'est-il pas emballé? Et vous comprenez ce que cela veut dire? Après tout, il faut 2 films de plus pour constituer une trilogie. 2 semi-hommes. Pas des semi-hommes, des films. Des 2 tours. Le retour du roi. Se pose alors la question, ce premier film sera-t-il le seul à rencontrer le succès? Pourront-ils recommencer? Et recommencer encore? Oui, je le souhaiterais. Ils ont toujours voulu relever les enjeux et conserver l'attention du public. Pour Peter Jackson, les 2 tours et le retour du roi doivent surpasser le premier film. Et il confie cette mission à la société Weta. Ils étaient vraiment sous pression. Et ils vont plus que jamais s'appliquer à nous donner l'impression que l'on vit dans ce monde. Dès lors, le nombre de plans avec effets spéciaux passe de quelques centaines à des milliers. Gollum, le gouffre de Helm. On a des orques et des trolls, des olifants, des chevaux, tellement d'effets spéciaux. La quantité d'effets spéciaux a été monumentale. Mais les innovations les plus révolutionnaires On appuie sur un bouton et les petits personnages commencent à se battre. ne peuvent empêcher un drame de s'abattre sur Weta Digital. Ces relations pourries, cette malveillance, cette toxicité. Environ la moitié d'entre eux voulaient partir. Il est devenu clair pour Peter et Fran qu'ils devaient apporter un changement. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on me poursuit en justice? Weta Digital était une société d'effets spéciaux basée à Wellington ayant débuté avec Créatures Célestes réalisées par Peter. C'était un petit groupe de copains. Qui avaient travaillé dans leur garage sur des petits ordinateurs, c'était fou. Étant localisée en Nouvelle-Zélande, donc isolée, elle a dû elle-même créer beaucoup d'images de synthèse. Elle n'avait pas de contact avec la société Industrial Light and Magic ou d'autres grosses entreprises d'effets spéciaux d'Hollywood. Mais pour Peter, la distance physique n'est pas vraiment un problème. Ce qu'il veut, c'est conserver sa vision. Peter voulait garder la main sur chaque étape du processus de production. Toutefois, à cette époque, Peter Jackson n'est pas encore une machine à faire des films. C'était très dur par moments. Il y a eu des périodes vraiment éprouvantes. Et Weta est encore une petite société de Wellington qui vit grâce à Xena et Hercule, 2 séries télévisées produites en Nouvelle-Zélande. Ils ont appris avec Hercule et Xena. Les choses devaient être faites rapidement et... Tout devait être aussi parfait que possible. Pour le prochain film de Jackson, Fantôme contre Fantôme, Weta va devoir se développer. Fantôme contre Fantôme présentait beaucoup d'effets spéciaux. On devait passer à la vitesse supérieure. C'était une très grosse équipe. Par-delà la Nouvelle-Zélande, par-delà Hollywood et jusqu'à New York. Première prise. Je m'appelle Charlie McClellan et je suis arrivé en Nouvelle-Zélande pour Fantôme contre Fantôme. À son arrivée, Charlie est assez déconcerté par la culture néo-zélandaise. Quand je suis descendu de l'avion et que je suis arrivé sur le plateau de tournage, j'ai vu 2 types aux cheveux longs, pieds nus, qui montaient la colline avec des sacs de sable et des bâtons. C'était le réalisateur et le directeur de la photographie. J'ai réalisé que dans le processus de réalisation d'un film, tout le monde devait être sur le pont. Charlie n'est pas un expert en informatique, mais il sait comment optimiser les opérations. En gros, j'étais le directeur de post-production. Je n'y connaissais rien en effets spéciaux et je m'y intéressais pas particulièrement. En commençant à travailler, il est devenu de plus en plus évident qu'il fallait structurer et maîtriser les effets spéciaux. Peter m'a seulement dit « Charlie, fais ça ». Fantôme contre Fantôme n'est pas parvenu à séduire le public. Fantôme contre Fantôme a fait un flop. Mais grâce à ses effets spéciaux, la société Weta, du nom d'un insecte originaire de Nouvelle-Zélande, s'est fait remarquer à Hollywood. En 1997, le producteur exécutif Robert Zemeckis engage Weta Digital
pour son film Contact. Non, mais un autre projet est bien local. Et il se trouve que c'est le plus grand projet cinématographique de l'histoire. Weta Digital n'est pas du tout préparé. Le processus de création nous a obligés à passer de 40 à 250 personnes en l'espace de 6 mois. C'était clairement ambitieux et, on pourrait même dire, un peu au-delà de nos compétences à l'époque. Du côté de New Line, les financiers du Seigneur des Anneaux émettent de sérieuses réserves. New Line se demandait si Weta était capable de tenir son engagement. On était des gamins à l'autre bout du monde et on leur disait « Oui, on pense qu'on peut le faire ». Malheureusement pour New Line, le contrat de Peter Jackson indique que Weta Digital doit réaliser tous les effets visuels. Comme Auckland se trouve en Nouvelle-Zélande à quelques 10 500 km d'Hollywood, New Line ne peut pas faire grand-chose, à part croiser les doigts. Weta se développe rapidement à tel point qu'elle commence à marcher sur les plates-bandes des puissants. Nous avions conçu tout notre rendu vidéo dans l'idée qu'il serait réalisé avec Renderman, un logiciel de Pixar. Nous venions juste de passer commande. Je crois qu'on avait acheté 500 licences Renderman. Le téléphone a sonné et c'était une femme de chez Pixar qui m'a dit que Steve était très en colère contre moi parce que je tentais de voler ses employés. Il s'agissait de Steve Jobs et il refusait de nous vendre Renderman. J'ai dit « Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça ?» 1 minute après, j'avais Steve Jobs à l'autre bout du fil. « Espèce de gamin insolent, tu essaies de voler mes employés. Je vais vous évincer, bande de morveux de Nouvelle-Zélande. » Je tenais véritablement le téléphone loin de mon oreille en me disant « C'est pas possible. » Même avec tous les logiciels du monde, Weta va devoir aller vite et grandir vite. De nombreux pipelines de production étaient encore en cours d'élaboration et il a fallu faire preuve de beaucoup d'inventivité. L'une de ces inventions viendra d'un homme qui réfléchit au problème des effets spéciaux depuis Fantôme contre Fantôme. J'étais directeur technique sur Fantôme contre Fantôme. Je créais des logiciels pour réaliser des choses irréalisables avec des logiciels de l'époque. Alors, à la fête de fin de tournage, Peter m'a demandé si j'étais intéressé par la création d'un outil de simulation de foule. C'est-à-dire une foule générée par ordinateur et dépassant de loin les foules composées d'êtres humains bien vivants. Il ne pouvait pas avoir autant de figurants pour faire ces scènes de bataille géantes. Ça aurait demandé un nombre démesuré de personnes. Les ordinateurs ne résolvent qu'une partie du problème. J'avais un ordinateur à 40 000 $ et je me retrouvais à positionner laborieusement mes personnages, presque image par image. Alors je me suis dit, il doit y avoir une autre façon de faire. Pour Steven, la solution rêvée arrive, heureuse coïncidence, dans un rêve. En fait, j'ai rêvé un jour que j'arrivais au travail et que je voyais des types qui venaient d'ailleurs. Il parle d'aliens. Ils me montraient leur système. Il y avait une sorte de forêt à l'intérieur, des animaux et toutes sortes de choses qui couraient partout. Tout se passait en temps réel et ils étaient tous vivants. Ils avaient chacun un petit cerveau et interagissaient et répondaient à ce qu'ils voyaient, entendaient et ressentaient. Je leur ai demandé comment ça fonctionnait et ils m'ont montré. C'était une connexion de nœuds appliquée au cerveau et c'est devenu ma vision à partir de là. Les gars de mon rêve m'ont montré comment faire. Le logiciel qui en résulte est baptisé Massive. J'ai passé 2 ans à le concevoir et je l'ai emmené chez Weta. On a fait un test, une simulation. On ne voit que des bonhommes bâtons, mais des bonhommes bâtons avec un cerveau. On appuie sur un bouton et les petits personnages se mettent à se battre. Même si les bonhommes bleus de Steven ont un cerveau, ils ne prennent pas toujours les meilleures décisions. Steven faisait ses simulations de foule. Il déposait ses personnages sur un fond d'écran et au lieu de se battre les uns contre les autres, ils se retournaient et couraient en sens inverse. Ils ont dû reprogrammer le logiciel parce que les employés de chez Massive commençaient à dire « Ça ne vaut rien, je m'en vais ». Il m'a suffi d'ajouter une autre règle qui disait « Si vous ne voyez aucun ennemi, retournez-vous ». Mais ce n'est pas un processus rapide. Pour que ça fonctionne réellement, ça a pris des années et des années. C'est un personnage du Seigneur des Anneaux qui va faire de Weta une référence. Mais sa naissance sera un travail très éprouvant. Avec des personnages humanoïdes comme Gollum,
On a toujours pensé qu'on obtiendrait un résultat beaucoup plus crédible et probablement plus efficace en utilisant la capture de mouvement. Et la capture de mouvement de l'époque était très rudimentaire. Bien sûr, elle était à la pointe de la technologie pour l'époque, mais ça buguait, c'était complexe. Et il était compliqué de transformer les données de mouvement en informations que des experts habitués au modèle auraient pu réunir et comprendre. Donc, souvent, on essayait de simplifier les mouvements de la caméra pour que les données de capture de mouvement puissent être interprétées facilement. La technologie en développement promet d'être de très haute qualité, ce qui effraie quelque peu ses utilisateurs. Il y avait un fossé entre les animateurs et l'équipe dédiée à la capture de mouvement. On voyait bien que les animateurs craignaient que leur travail soit menacé à long terme. Pour moi, il fallait un mariage des deux. Il fallait prendre le meilleur de tout ce que chacun avait à offrir et l'utiliser autant que possible. Les choses commencent à se mettre en place. Le logiciel d'animation massive commençait à fonctionner. Les ombres ailées battaient des ailes et prenaient petit à petit leur allure maléfique. On commençait à entrevoir tous les possibles. Mais gérer des créatures animées s'avère plus facile que de gérer des humains. Peu de personnes travaillaient sur la gestion. John Shields était le producteur des effets spéciaux. John Labrie était le directeur technique. Finalement, nous étions les trois principales personnes à diriger l'entreprise. J'avais l'impression d'être à la fois le directeur général, le producteur des effets spéciaux, le responsable des ressources humaines, le psychologue et le conseiller juridique principal. Pour Charlie, tout cela devient trop difficile, surtout avec le budget serré de New Line. On nous donnait l'argent au compte-gouttes à chaque étape. C'était un contrôle très strict. Et c'était très stressant, c'était un pari financier à haut risque dans lequel tout le monde était plongé. Des conditions qui mettent en péril les employés et la société elle-même. Weta est sur le point d'imploser. Fran est venu me dire que l'une des personnes clés de Weta allait démissionner. Le producteur du Seigneur des Anneaux, Barry Osborne, a un problème. Weta Digital est en train de se tirer une balle dans le pied. Fran est venu me dire qu'une des personnes clés de Weta allait démissionner. Il s'agissait de John Labrie. Alors j'ai appelé John et je lui ai demandé « John, pourquoi veux-tu quitter Weta ?» Et il a répondu « Je suis le directeur technique. J'ai conçu les pipelines et je les ai mis en place. J'ai fait le travail pour lequel on m'a embauché. » Mais je voyais bien qu'il ne disait pas tout et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements chez Weta. Un problème que Barry va résoudre à sa manière. On a pris un grand tableau blanc et on a dit « Bien, voici les postes à occuper. » On a demandé à Charlie de nous indiquer qui s'occupait de quelle tâche. Charlie a dit qu'il était en charge de toutes les tâches. Là, ça a un peu dégénéré entre Charlie et John Labrie. Et beaucoup de personnes ont exprimé leur souhait de s'en aller. Une vague de désertion menace de stopper net le Seigneur des Anneaux. Il faut commencer par régler le problème de John Shields et Charlie McClellan. Ils manquaient tous les deux d'expérience sur un film de cette envergure. Mais ce n'était pas ça le souci. Ils auraient pu faire le travail, mais ils étaient très arrogants. Ces changements n'ont pas été acceptés instantanément. Ça n'a pas été une solution à nos problèmes. Il y a eu beaucoup de résistance. Charlie et John sont renvoyés. À vrai dire, mes plus grandes difficultés venaient probablement de ma propre naïveté, de mes rêves et de mes espoirs que cela puisse être différent. Ces relations détériorées, pourries, cette malveillance, cette toxicité qui finit par infecter toute entreprise qui atteint une certaine taille, il faut le dire. Je suis entré dans ce métier pour apprendre à faire des films, pas pour gérer des centaines de personnes. J'ai eu de la chance de trouver Joe Letteri pour diriger Weta. Il est toujours dans l'entreprise, c'est un partenaire aujourd'hui. Il a fait un excellent travail. On a aussi engagé Eileen Moran. C'était la personne idéale pour apaiser les tensions et diriger l'entreprise. Et ça a vraiment bien fonctionné. Weta dispose désormais du logiciel et d'une direction. Mais la plupart des nouveaux employés comprennent mieux les ordinateurs que les caméras. J'ai réalisé qu'ils ne comprenaient pas mon langage cinématographique. Quand un informaticien me disait « Comment puis-je intégrer ça et ça dans le cadre ?» Je répondais « Règle la potence ». De quoi tu parles? Alors je les ai emmenés dans l'atelier et je les ai mis sur des chariots et des grues pour leur montrer « Voilà ce qui se passe quand la caméra bouge, tu vois, il faut essayer de reproduire cette sensation. » Mais tout n'est pas négatif. Les problèmes de capture de mouvement qui tourmentaient Charlie McClellan
sont enfin résolus. Et désormais, ceci peut se transformer en cela. Weta avait une grande longueur d'avance sur le reste du monde. Maître est mon ami. Le livre de Tolkien joue un rôle minime dans certaines des scènes les plus mémorables de Gollum. Non, tu n'as pas d'amis. Je n'entends rien. Même Peter Jackson est absent de cette scène. La première scène emblématique dans laquelle Gollum se parle à lui-même a été dirigée par Fran. Elle n'existe même pas dans le livre. Elle a été créée par Fran, Philippa et Peter, et elle ajoute beaucoup plus de profondeur à la lutte intérieure du personnage de Gollum. Malgré la magie de l'informatique, le personnage de Gollum reste terriblement humain. C'était une véritable performance. Cette chose était clairement née d'un ordinateur, mais elle avait une âme et elle nous émouvait. Et cela grâce au talent d'un homme, Andy Serkis. Andy Serkis était un acteur de théâtre shakespearien. Qui a bien failli ne pas tenir le rôle. Son ami à Londres lui a dit « À ta place, je ne ferai pas ça ». Parce que personne n'avait entendu parler de Peter Jackson, à part pour Créatures Célestes. Et en dehors du milieu du film indépendant, il n'était pas connu. Mais cela ne démotive pas Andy, qui accepte de donner à Gollum une voix unique et inimitable. Maître nous a trahis. Andy pensait qu'il allait entrer dans un studio d'enregistrement, dire quelques répliques et que ça s'arrêterait là. Mais une fois qu'il y est allé et qu'il a vu la technologie déployée, il a proposé de jouer sur le plateau pour les acteurs. Sans la moindre hésitation, Andy s'investit complètement dans le rôle. Lors de la scène où Gollum se jette dans la rivière pour attraper un poisson, j'étais sur le plateau. Et il s'est réellement jeté dans la rivière pour attraper ce poisson. On ne sait pas comment il ne s'est pas blessé. Ironiquement, Andy n'est pas précieux. Ce fut le début d'un voyage de toute une vie pour Andy. Et Gollum n'est pas le seul à profiter de ses exploits. Ça permettait de visualiser la scène pour commencer. Et les acteurs avaient quelqu'un avec qui jouer. Elijah et Gollum étaient vraiment là, dans la même pièce, à tout point de vue. Donc il faisait d'abord une première prise de Gollum, en tournant la scène avec Andy pour les acteurs. Et il recommençait ensuite sans lui, et là, Andy devait simplement doubler les répliques. Vu l'ampleur du processus, son agent aurait dû demander 3 fois plus de budget. Tout ce qu'il faisait devait être fait 3 fois. Il devait jouer sur le plateau, puis revenir pour faire des captures de mouvements plus précises pour les images de synthèse, puis revenir pour la post-synchronisation, comme beaucoup d'autres acteurs. Sauf que lui a dû le faire pour tout. Mais les sorciers de Weta manquent de temps pour développer numériquement ce que leur offre Serkis. La pression devait être à son comble. Il y avait encore beaucoup de travail pour intégrer les éléments dans les plans et les finaliser. Au fin fond du Mordor, non, plutôt au fin fond de l'hôtel Miramar de Wellington, Weta Digital prépare son entrée dans le monde des films à grande échelle avec les 2 tours. Évidemment, Gollum a été intégré dans les 2e et 3e films de façon bien plus significative. Pendant ce temps, Peter relâche un peu la pression. Il regarde davantage en arrière qu'en avant, suite au succès de la communauté de l'anneau. Il a pu obtenir un financement supplémentaire pour les versions DVD, qui sont ses versions préférées. Peter apporte les dernières touches à un film déjà terminé. Ils ont eu le temps de revoir les scènes et dire « Hey, on sait comment améliorer ça ». Une liste a été établie tout au long du tournage. Le superviseur de script tient une liste des éléments que Peter estime devoir être retournés ou des scènes à ajouter. Des ajouts tels qu'une présentation approfondie des Hobbits au début du film. Les Hobbits vivent de la culture de leur terre dans les 4 régions de la comté depuis plusieurs centaines d'années. Ou l'allongement de la scène du cadeau de Galadriel pour inclure d'autres membres de la communauté. Et pour vous, Sam Gamgee, une corde elfique faite en Hitler. Et une petite touche d'humour lorsque Sam écoute les elfes déplorer la disparition de Gandalf. Qui a vu plus belle fusée en étoile verte ou bleue éclatée? Ça ne leur rend pas justice, bien loin de là. Et pour faire passer la poésie, Aragorn n'hésite pas à chanter. Qui est-ce? Tout cela est inséré sur un coup de tête de Peter Jackson. Mais ce souci de perfectionnisme met en péril la progression de la 2e partie de la trilogie. Les 2 tours sont déjà en retard.
6 mois de reprise de tournage. La scène de flashback dans les 2 tours avec Boromir faisant route vers Foncombe n'était pas là à l'origine. Ils ont appelé Sean Bean pour retourner les scènes. Cette cité était autrefois le joyau de notre royaume. Le casque du roi sorcier était un nouveau modèle, donc ils ont dû retourner la scène. Le temps passant, New Line tente d'exercer une certaine domination. Puis, il y a eu la question de savoir où nous allions doubler le film. New Line nous a dit qu'on ne pouvait pas doubler le film en Nouvelle-Zélande, que l'on devait aller en Australie. L'Australie disposait de meilleurs équipements et de toutes les dernières technologies, alors que la Nouvelle-Zélande n'avait rien. Peter a refusé, évidemment. J'ai dit pourquoi ne pas envoyer nos mixeurs en Australie et revenir ensuite en Nouvelle-Zélande pour comparer. Faisons le pour et le contre. Tout à coup, Barry se retrouve confronté à une mutinerie. Le responsable de la post-production de New Line a déclaré que si l'on ne choisissait pas l'Australie, on ne travaillerait plus jamais. J'ai explosé. Et on a fini par gagner. Alors que la première des 2 tours approche, de nouveaux problèmes de son se présentent au niveau des orques. Je vais vous arracher vos immondes petites entrailles! On était l'avant-veille de la première et ils ont réalisé qu'ils devaient faire de la post-synchronisation pour ces personnages. On était en Nouvelle-Zélande. En prenant l'avion pour rejoindre le Royaume-Uni, nous ne serions jamais arrivés à temps. La scène dans la forêt de Fangorn nécessite plusieurs nouvelles voix. Je vais creuser des trous d'asticots dans ton ventre. Mais un seul homme peut accomplir cette tâche. Andy était en cabine, c'est lui qui a fait les 7 personnages. Avec un peu d'aide, bien sûr. J'ai fait la voix au téléphone et il a pu l'imiter. De toutes les personnes qui l'ont fait, c'était lui qu'il nous fallait. Il n'y avait pas de meilleur doubleur au monde. Les 2 tours sortent au cinéma le 18 décembre 2002. Quand les 2 tours est sorti, j'avais déjà été bluffé par le premier, donc je m'attendais à ce qu'il soit merveilleux. Les choses se sont intensifiées en termes de réception et de frénésie. Et en plus de ça, la bataille du gouffre de Helm dans une salle de cinéma avec un public, c'était un véritable concert de rock. C'était génial d'y assister. Mais souvenez-vous, le tournage de la bataille du gouffre de Helm avait elle-même été une lutte acharnée. Le pire des tournages, le plus dur, pour ne pas dire impossible. Oui, j'ai vraiment ressenti un sentiment de fierté. Tous ceux qui ont essayé de l'imiter n'ont pas fait aussi bien, comme dans Game of Thrones. Cette envergure spectaculaire. Quand on voit le gouffre de Helm, on n'oublie pas qui sont les personnages. Ils ne deviennent pas les rouages d'une machine. Ils ne sont pas de la simple chair à canon. Ils sont eux-mêmes, et chacune de leurs qualités les aide à gagner cette bataille. Cela a prouvé au monde entier que le Seigneur des Anneaux s'améliore et ne se repose pas sur ses lauriers. C'était la preuve qu'il pouvait y arriver, qu'il pouvait le faire 2 fois. Il pouvait relever les enjeux, il pouvait faire encore plus cool. La bataille du gouffre de Helm est sans doute l'élément central des 2 tours. Mais c'est pourtant un petit personnage bien singulier qui va emporter l'adhésion des spectateurs. Gollum est d'une autre ampleur. Il a rendu le public complètement fou. C'est un personnage numérique qui ressemble à un véritable être vivant. Pas juste une espèce de marionnette bidimensionnelle. On se disait, waouh, on a vraiment l'impression que Gollum est avec eux. C'était un petit aperçu du futur et de la façon dont nous allions fabriquer nos créatures. Le triomphe des 2 tours est total. Mais il manque encore un dernier chapitre à la trilogie. Pendant 1 an, ils se sont dit... Oh mon Dieu, le retour du roi va-t-il nous achever? Est-ce que c'était le dernier? Le retour du roi viendra couronner la trilogie la plus coûteuse et avant-gardiste d'Hollywood. Il y a eu une grosse pression sur le retour du roi. Il fallait conclure parfaitement cette saga, étant donné que les 2 premiers avaient été si bien accueillis. Saluons les morts victorieux! Mais le public répondra-t-il présent au dernier épisode de la trilogie, après 3 ans d'immersion profonde dans l'univers de Tolkien? Ils ont toujours voulu relever les enjeux et conserver l'attention du public. Peter et Fran ont mûrement réfléchi à la manière de conclure leur épopée. La fin des 2 tours et le début du retour du roi ont été un vrai casse-tête. Ils débattaient constamment en se demandant ce passage doit-il être intégré ici ou ailleurs? Est-ce qu'on l'intègre tout court? Tout n'arrêtait pas de bouger en permanence et radicalement, jusqu'au moment clé des films. À 1 an de la sortie finale, Peter Jackson manque de temps pour mener à bien son chef-d'œuvre. Je crois que pour lui, rien n'est vraiment jamais terminé. Il veut toujours faire autre chose. Il a d'autres idées. On peut faire mieux. Est-ce qu'on peut retourner ça rapidement, en permanence, jusqu'au dernier jour?
Mais le Seigneur des Anneaux n'est plus entièrement contrôlé par son réalisateur perfectionniste. Des stars comme Liv Tyler commencent à jouer de leur influence, ou du moins à faire entendre leur voix. Pour le baiser entre Aragorn et Arwen, elle était censée embrasser une doublure, parce que Viggo Mortensen avait terminé sa journée de tournage. Mais Liv a dit « C'est Viggo mon partenaire, je ne veux pas embrasser une doublure ». Alors ils ont fait revenir Viggo pour qu'ils puissent s'embrasser. D'ailleurs, c'est un superbe baiser. Elle était très déçue qu'il pense qu'une doublure avec une barbe ferait l'affaire. Qui le saura, ce n'est qu'un baiser. Oh, vous seriez surpris de ce que les gens remarquent. Certains regards dans le public sont clairement tournés vers les traits lisses et délicats d'un elfe en particulier. Dans le premier film, il y a un jeune néo-zélandais dont j'ai hélas oublié le nom. Voici un petit rappel. Il y a un elfe plutôt charmant qui apparaît à l'écran l'espace de 2 secondes. Le garçon à droite. Si vous regardez le film en avion, il n'est même pas dans le film. Il est coupé sur les écrans carrés. Il jouait juste un elfe anonyme. Pourtant, cet elfe anonyme ne restera pas inconnu longtemps. Bret Mackenzie de Flight of the Conchords. Bret Mackenzie. Mais le duo de la série musicale éponyme est encore quasiment inconnu en 2001. Internet a donc tout de suite baptisé son elfe préféré. Les fans avaient remarqué ce personnage en particulier et lui avaient donné un nom. Au sein de leur communauté, il était devenu un personnage à part entière. Comme personne ne connaît son nom, les fans le baptisent Figwit. Et puis les fans ont créé un site humoristique, puis un autre site, puis un autre et encore un autre. Figwit devient viral et emporte le Seigneur des Anneaux avec lui. C'était génial. Les premières communautés virtuelles se sont rassemblées pour créer un univers bien à elles. Et elles ont fini par devenir un élément du folklore du Seigneur des Anneaux, au point qu'ils ont réellement engagé Bret Mackenzie dans un rôle parlant dans Le Retour du Roi. On ne peut attendre. C'était super de voir que les fans pouvaient réellement influencer le produit final et participer à cette culture commune. Mais pour vraiment satisfaire les fans, Peter doit veiller à ce que l'événement principal du Retour du Roi, la dernière bataille pour l'anneau, soit massive. Il est temps de déployer son arme secrète. Les bureaux de Massive. L'équipe de concepteurs en animation utilise Massive, le logiciel de Steven. 200 000 acteurs. Par acteur, il entend combattants animés par ordinateur. 50 000 cavaliers du Rohan dévalaient la colline. Et on voulait qu'ils créent une formation en V. Mais on aurait voulu qu'ils créent eux-mêmes cette formation. Pour ce faire, le logiciel Massive donne des ordres de marche à l'armée avec des codes. Chaque cavalier suivait une règle qui disait « Si tu es à droite de Théoden, tu dois rester derrière la personne à ta gauche. Et si tu es à gauche de lui, tu dois rester derrière la personne à ta droite. » Ils ont adopté la formation en V naturellement. Je ne veux pas me vanter, mais... Oh, je t'en prie. C'était fantastique. On avait juste un grand champ blanc pour notre bataille, mais on savait que nos acteurs étaient au centre. Donc il fallait se concentrer à la fois sur les acteurs et sur l'action. Pendant cette scène finale, les personnages clés auront leur moment de gloire, qu'il s'agisse d'un hobbit, je ne croyais pas que ça finirait de d'un magicien, La mort n'est qu'un autre chemin. d'un nain, Que le meilleur des nains gagne. d'un homme Rassemblement. ou d'une femme. Et bien sûr, des elfes. Dans Le Retour du Roi, il voulait ajouter un combat plus grand pour Legolas que dans les 2 tours. C'est là que la scène des olifants est venue s'ajouter. Mais en 2003, suite au succès du Seigneur des Anneaux, les acteurs qui ont participé au film sont très demandés. On a eu un problème avec Orlando parce qu'il était sur le tournage de Troie et ils n'ont pas voulu le libérer pour nous. Ça posait vraiment problème. Heureusement, un bon ami à moi travaillait sur le tournage de Troie et on savait tous les deux que ça n'aurait aucun impact sur leur tournage. Il a pu le libérer et le ramener sur leur film sans aucun problème. C'est ainsi qu'Orlando Bloom se retrouve à nouveau sur le tapis roulant du Seigneur des Anneaux. Pour la descente le long de la trompe, il était sur un tapis roulant. Il faisait hop, comme un petit saut à la fin. Mais le rendu était plutôt sympa et c'était un joli clin d'œil à la scène où il surfait sur les escaliers avec le bouclier. Peter Jackson saisit chaque occasion pour peaufiner les dernières touches de son chef-d'œuvre
apportant tant de modifications de dernière minute que lui seul connaît la partition, même en ce qui concerne la musique. Un soir, j'ai reçu un appel d'Howard Shore, le compositeur. Il était désespéré. Il m'a dit « Je viens de quitter la salle d'enregistrement » et Peter m'a dit en sortant qu'il venait de recouper la scène pour laquelle j'avais composé la musique. Je dois donc la recomposer, puis retourner en salle d'enregistrement pour la réenregistrer. Tu sais combien de temps ça prend? On ne va jamais finir ce film. Dès lors, on est en droit de se poser la question: quand la trilogie du Seigneur des Anneaux prendra-t-elle fin? Peter ne voulait pas lâcher le film. Il y était tellement attaché qu'il ne voulait pas le terminer. La date de l'avant-première approche à grands pas. La fin est proche. Il faut arrêter. Alors que le dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux est presque achevé, on était vraiment très proche de la date limite de livraison. Allez, hâtez-vous! Barry Osborne comprend qu'il a un gros problème. Son réalisateur. Peter ne voulait pas lâcher le film. L'obsession de Peter Jackson devient bien trop envahissante. L'anneau est mon fardeau. Ironie du sort, son dévouement devient un fardeau pour la production. Lorsqu'on produit un film international de cette envergure, de nombreux accords de merchandising et de vente de produits dérivés sont conclus. Et ces partenaires comptent sur la sortie du film à temps. Si vous ne le faites pas, vous allez devoir sacrifier une partie de ses revenus. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Et évidemment, il devait le terminer plus tôt pour que l'on puisse doubler le film, car on allait le diffuser à l'échelle internationale. On allait le sortir dans le monde entier. Il nous fallait des équipes pour le doubler et le sous-titrer. Tout ça prend du temps. Alors Barry concocte un plan qui peut changer la donne. Il a dû croire que j'essayais de saboter ses plans et récolter les fruits de leur labeur. En réalité, je lui donnais du temps avec ce système. Le système vise à garantir une livraison dans les temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau. Les lignes représentaient les départements et les colonnes listaient les bobines de 1 à 12. Peut-être même à 14, je ne sais plus combien il y en avait. C'était un long film. Une matrice nous permettait de voir. Oh, on dirait que la bobine 5 est presque terminée. Donc je disais à tout le monde, concentrez-vous sur la finalisation de la bobine 5. Comme ça, on pouvait livrer les bobines dans le désordre, ce qui laissait à Peter le temps de faire ce qu'il avait à faire, tout en nous permettant de respecter la date de livraison, puisque nous terminions les bobines dans le désordre. Le système de Barry fonctionne. Le Retour du Roi est livré à temps à Hollywood. Non, attendez, c'est à Cannes. Oh non, une minute. Peter Jackson a dit à juste titre, l'avant-première doit avoir lieu en Nouvelle-Zélande. Et plus précisément à Wellington, le berceau du Seigneur des Anneaux, que l'on appelle désormais Wellywood. C'était un vrai retour au bercail. Il ne s'agissait pas seulement du film. Ça ressemblait vraiment à un événement national. Il y avait un vrai sentiment de fierté. Wellington a presque complètement fermé ses routes pour les premières. Un tapis rouge descendait de la place Courtenay jusqu'au cinéma Embassy. Toutes les stars saluaient les fans, signaient des autographes, prenaient des selfies. Le tapis rouge semble aussi long que la route qui les y avait menés. 100 000 personnes dans la ville où je travaillais, le plus long tapis rouge de l'histoire. Et de pouvoir le fouler devant la foule de gens qui m'avaient connu en tant qu'acteur de théâtre, ça n'aurait pas pu être mieux. C'était très excitant d'y participer. C'était aussi très beau de regarder Peter et Fran et de les voir si fiers de ce qu'ils avaient accompli chez eux. Je dis souvent que si je devais arrêter de jouer demain, je serais satisfait, parce que j'aurais joué dans ce film. Les fans inconditionnels de l'anneau sont aux anges. Quand le Retour du Roi est sorti, les fans étaient ravis parce que les nombreuses années investies, les milliers d'heures investies ont porté leurs fruits. Aussi la scène finale, où Aragorn dit « Ce n'est pas à vous de vous incliner » me fait encore pleurer, rien que d'en parler. Ce n'est pas à vous de vous incliner. Le Seigneur des Anneaux tire sa révérence. Mais est-ce vraiment la fin du Seigneur des Anneaux? La seule critique dont je me souviens est le fait qu'il y avait plusieurs fins. Pour moi, ce n'est pas gênant, car l'histoire de chacun ne se termine pas en même temps. Quelle que soit la fin du film, le résultat final est un véritable succès au box-office. Le Retour du Roi rapporte plus d'1 milliard de dollars à travers le monde.
Il faut rendre hommage à Peter, qui a su lui donner un côté intimiste. Il est parvenu à conserver l'ampleur épique de l'anneau à sa manière, de façon humble, comme si une personne proche nous racontait une histoire avant d'aller au lit. Le retour du roi a non seulement conclu l'histoire, mais aussi l'ensemble du voyage pour la plupart d'entre nous. On a balisé le terrain en montrant comment ce genre pouvait être exploité. L'épopée fantastique a atteint sa maturité avec Le Seigneur des Anneaux. Mais une dernière récompense allait confirmer son statut de monument historique. Ce n'est pas forcément que notre film est le meilleur et que les autres sont nuls. Ce sont tous de bons films. C'est juste que parfois c'est le bon moment, quel que soit le film. La 76e cérémonie des Oscars le confirme. L'heure du Seigneur des Anneaux est arrivée. Le Retour du Roi rapporte un record de 11 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Peter Jackson. Wow, look, thank you so much for the Academy and for all our... You're giving us an incredibly overwhelming night. Mais aussi des récompenses techniques. C'était fantastique de remporter un Oscar. J'ai eu le sentiment d'être quelqu'un d'exception dans la communauté des effets spéciaux. C'était absolument génial. Et pour le meilleur film, Le Retour du Roi ouvre une voie qu'aucun film de ce genre n'a emprunté auparavant. Où allons-nous? And the Oscar goes to... It's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson and Fran Walsh producers. Le Retour du Roi gagne dans toutes les catégories dans lesquelles il était sélectionné. On n'appartient pas à un seul homme, mais à tous. Regardez ce qu'on a là. Tout le monde se regardait avec incrédulité. Qu'est-ce que je viens de gagner, pardon, c'est quoi? On le fixait en se disant, c'est vraiment à moi? Pour Peter, Fran et Barry, il aura fallu 3 films et 7 ans de labeur. Mais leur rêve a changé Hollywood. Peter est passé de cinéaste indépendant au nouveau George Lucas. Je ne pense même pas qu'on puisse mesurer l'impact qu'a eu Le Seigneur des Anneaux sur les films commerciaux. C'était une démonstration de faisabilité sur plein d'aspects, et de nombreux cinéastes ont depuis relevé le défi lancé par Peter Jackson. I'm so honored, touched and relieved that the Academy and the members of the Academy that have supported us have seen past the trolls and the wizards and the hobbits and are recognizing fantasy this year. Avant Le Seigneur des Anneaux, les films de fantasy étaient perçus comme des films de série B. Quand ils ont gagné tous ces Oscars, ça a confirmé que le film de genre était une forme d'art viable. Cela a permis au public de comprendre que la fantasy n'était pas marginale, mais grand public. Mais même si la fête bat son plein et que les Oscars sont littéralement entre ses mains, Peter Jackson n'en a toujours pas fini avec Le Seigneur des Anneaux. Malgré les éloges de ses pairs, Peter Jackson restait un perfectionniste. Et il voulait continuer de peaufiner son chef-d'œuvre. Après avoir gagné les Oscars, Peter est rentré filmer de nouvelles séquences pour le format DVD. Je l'entends encore. Je suis encore en train de filmer des choses pour un film qui est terminé, qui a remporté des Oscars. Ça ne s'arrête jamais. Grâce à la technologie, la trilogie a enfin rattrapé l'imagination de Tolkien. 5 ans avant de réaliser Le Seigneur des Anneaux, les logiciels et les images de synthèse de l'époque n'aurait pas permis d'offrir une telle authenticité à ces films. Ensuite, nous prenons le précieux. Et nous devenons le maître. Je pense que Gollum est l'un des personnages de cinéma les plus influents de tous les temps, vu la manière dont le public s'est senti proche de lui sur le plan émotionnel. Ça nous a prouvé que c'était possible. C'est aussi la preuve que les effets spéciaux ne sont pas de simples éléments de décoration, mais qu'ils ont une place au cœur même de la narration. Ça n'a pu être réalisé que sur ces 3 films parce que la pression était à son maximum. Une grande partie de la technologie que nous utilisons aujourd'hui doit beaucoup à cette époque. Le cinéaste néo-zélandais autodidacte, qui fabriquait autrefois ses accessoires en latex dans le four de sa mère, a permis d'inaugurer une nouvelle ère numérique. Les contraintes financières étaient importantes. Mais nous, en tant que Néo-Zélandais, on avait l'impression d'avoir le monde à nos pieds. Peter Jackson s'est révélé la personne idéale pour ce film. Même si j'étais moi-même un peu sceptique quand il a été engagé. C'est finalement un happy end hollywoodien. Mais pas pour tout le monde.
Le Seigneur des Anneaux, sur le plan créatif, est un succès incommensurable. Mais du point de vue financier, même si c'est effectivement un succès qui a ruiné un studio. Vous avez bien entendu, ruiner un studio. New Line a dépensé trop d'argent et a perdu sa ligne directrice. Encouragé par le succès de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Bob Shaye mise plus de 200 millions de dollars sur une deuxième franchise fantastique prometteuse. Mais la boussole d'or prend la mauvaise direction. Et les pertes financières seront fatales à New Line. New Line ne s'en est jamais remise. L'entreprise que Freddy avait créée et que les Hobbits avaient renflouée a été avalée. La Warner a racheté New Line. Mais l'histoire entre l'entreprise rebelle de Bob Shaye et les Hobbits de Tolkien n'est pas encore terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Il reste encore un peu de place. Toutefois, la version de l'histoire de New Line semble un peu louche. New Line a inventé un récit de toutes pièces. On n'a pas fait de bénéfices. Une comptabilité créative. Il y a eu beaucoup de pertes. Énormément de plaintes ont été déposées. Énormément de problèmes. Tellement de personnes voulaient une part de cet énorme gâteau. La différence entre ce qu'ils disaient avoir vendu et ce qu'ils avaient réellement vendu était assez conséquente. Ils pensaient qu'on allait lâcher. Ils nous ont dit « Vous ne travaillerez plus jamais dans le cinéma, vous serez sur la liste noire à jamais ».